Bien. Alors, Jean-François. Petit commentaire. Il se trouve que par hasard, j'y étais ce matin-là à Cannes. Oui. Je peux vous dire. Vous avez monté les marches? Oui, je peux vous dire. Oui. Vous avez monté les marches? Peu importe. Ah bah non, alors comment voilà. vous étiez habillé? Comment vous étiez habillé? Vous étiez habillé assumez de monter les marches. Moi, j'ai jamais monté les marches. Moi non Vous avez plus. monté les marches? Mais je les montrerai jamais d'ailleurs. Les films n'étaient pas formidables. Les films n'étaient pas formidables. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Peu importe. Oui. Je peux vous dire que ces actes-là ont emmerdé les Français. C'est-à-dire qu'au fond, le festival a été effectivement un peu perturbé au départ. Parce que bon. Mais les groupes électrogènes se sont mis en route et le festival a poursuivi son petit bonhomme de chemin et c'était les centaines de milliers de gens ordinaires, dont je fais partie, je le revendique, qui étaient emmerdés par cet acte, oui, terroriste. Je sais que c'est Éric Ciotti qui est le premier à parler de terrorisme, il a été aussitôt recadré dans certains médias, je lis la définition du terrorisme, c'est un rappel important, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, attentat, destruction, prise d'otage, oui, c'est du terrorisme. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Eric? Alors moi, je vais d'accord. Moi, j'ai été effaré le matin. J'écoute Sud Radio, puis j'écoute des radios du service public, vous voyez, pour savoir si j'ai loupé quelque chose. Et alors, ce matin, je peux la citer ou pas, la radio? Mais vous pouvez citer qui vous voulez. Alors, ce matin, sur France Info, voilà comment on a traité cet acte de terrorisme. Ce sont des actes malveillants. Et la journaliste qui avait en face d'elle, un spécialiste, lui disait, mais pourquoi est-ce que nos structures sont aussi vulnérables ? Voilà comment on traite un sabotage. Jean-Jacques a raison d'employer le mot de sabotage. C'est la faute des structures, quoi. Voilà, les structures sont pas assez solides, vous comprenez? Alors le type essayait, oui, celui qui était interrogé essayait de dire non mais attendez, non c'est du terrorisme. Non mais les structures sont vulnérables, vous voyez? Non mais c'est ce que je vous ai dit, la réprobation. Attendez, mais c'est un euphémisme politique de dingue, si vous voulez. Pardonnez-moi. Je suis d'accord, mais si vous me permettez juste un rajout, un codicile. Vous avez parfaitement raison, je vous l'ai dit ce matin, j'étais très étonné, j'ai fait un tour. C'était vraiment relégué dans les fonds de l'info et sans commentaire. Pas chez nous. Ouais, on a ouvert le journal de 7 heures. Je sais, mais sans commentaire, en fait. Et s'il n'y avait pas eu Cannes, il y aurait eu zéro, sans doute. Mais par ailleurs, moi, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je me dis que nos systèmes très sophistiqués, nos systèmes d'information, etc., où votre cafetière dépend à peu près d'Internet, pour résumer, et de l'électricité, sont effectivement vulnérables à des attaques, si vous voulez, à des attaques terroristes de ce type. Mais sociétés si vous tirez au canon César sur un pylône, vulnérable ou pas, il est bousillé. Puis je rajoute quand même une chose, c'est que il faut que ces saboteurs soient extrêmement bien enseignés. Parce que pour savoir faire sauter quelle ligne pour emmerder cette partie du festival. C'est pas public, le plan du réseau électrique? Je crois pas, non. Et puis deuxième chose, vous avez vu ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire que ça continue à Nice. C'est-à-dire qu'à Nice, ils ont fait cramer. Il y a eu 200 000 foyers en tout entre Cannes et Nice. Non, mais attendez, il y a eu 200 000 foyers qui n'ont pas eu d'électricité. Il y a eu la circulation qui a été complètement bloquée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, ça fait la une de Nice matin. Évidemment, ça fait la une dans les Alpes-Maritimes, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le reste de la France s'en fout un peu. Moi, je suis quand même frappé, parce que comme vous l'a dit Jean-François, c'est effectivement pourrir la vie des gens ordinaires et de tous les gens qui sont là, y compris les gens pas ordinaires d'ailleurs. Et puis vous réalisez soudain que votre téléphone portable ne fonctionne plus, si vous voulez prendre des nouvelles de votre enfance, mais c'est ça que je voulais dire. Le bout de la chaîne, c'est le ravage de René Barjavel, c'est tout s'arrête. Mais c'est ce que je voulais dire à Eric, il n'a pas entendu. Et j'ajoute, par définition, on est vulnérable. C'est pas parce qu'on est trop vulnérable. Mais qualifier ce genre d'acte mais je suis d'accord. Ce qui est inquiétant, je te disais juste qu'on pouvait dire aussi cela. Ce qui est inquiétant au final, accessoirement, c'est que cela donne des idées à d'autres. Au vu la facilité que l'on peut avoir d'atteindre tel ou tel bien public, parce que c'est du bien public, j'espère que le jour où les auteurs de ce sabotage seront arrêtés, que la punition sera exemplaire de façon à décourager d'autres éventuelles initiatives. Mais vous savez, Eric, il doit se souvenir, vous vous rappelez cette usine dont les employés menaçaient d'empoisonner la rivière qui passait devant un truc. Et c'est là où c'est ça que j'appelle c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire quand, en fait c'est vous prévenir cela, c'est très compliqué en fait. Le pouvoir de nuisance qu'on peut avoir avec peu est quand même effrayant. Voilà. Et puis bon, j'espère qu'on aura le résultat assez rapidement de l'enquête, parce que j'ai en mémoire, puisque vous faisiez appel à ma mémoire, des actes
que je qualifierais de sabotage. Vous savez, au moment des grands départs en week-end de la SNCF ou des ah oui. Oui, on avait eu des armoires électriques bien ciblées, des aiguillages bien ciblés. La gare de Lyon paralysée une journée entière. Là aussi, il faut avoir quand même, alors je vais pas dire des complicités internes, mais des gens qui savent quoi brûler. Je me souviens pas, en revanche, des conclusions de l'enquête. Vous voyez, je crois qu'on les a pas eues publiquement. Bon, voilà. Il est 8h20. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle. Vous écoutez, on va écouter Benjamin Glaise. De quoi parle-t-on, mon cher Benjamin? On parle d'Elisabeth Borne. Ah bon? Oui, Elisabeth Borne qui ne dit pas non à la présidentielle de 2027. Si vous avez dit que vous allez m'écouter. Non, mais vous avez dit. Non, je dis ça. Non, c'est méchant. Mais ce que je viens de dire, c'est très méchant. Alors allez-y, on vous écoute. C'est gentil. Elisabeth Borne, donc, qui ne dit pas non à la présidentielle de 2027. Pas question pour elle de fermer la porte à une potentielle candidature. L'ancienne Premier ministre l'a indiqué hier sur BFM. Peu de temps avant, elle assurait qu'elle se battra pour que la Macronie soit en mesure de l'emporter en 2027. Journaliste lui demande alors s'il faut qu'il y ait un candidat du centre. Absolument, répond-elle avant de le reprendre, un candidat ou une candidate. Il doit y avoir un candidat de la famille du centre. Ah mais je le souhaite absolument, oui absolument. En tout cas, ce qu'on voit dans ce débat, c'est que... Voir une candidate. Voir une candidate. Vous on ne sait jamais. Ah oui, vous dites je ne vais pas répondre. Vous ne répondez pas et en même temps vous répondez un petit peu, non? Vous le souhaitez ou pas? Non mais vous savez, peut-être on raisonne pas. Je raisonne pas comme ceux qui disent je suis candidat, on verra quel est le projet. Je dis voyons le projet, essayons de rassembler le plus largement possible et on verra qui est le candidat. Mais donc vous ne l'excluez pas? Dans le principe, je vois pas pourquoi je l'exclurais. Elisabeth Borne qui ne ferme pas la porte à 2027. Alors après, il y a les journalistes qui poussent un petit peu, effectivement. Bon, en tout cas, encore une ex-Premier ministre qui se positionne pour la présidentielle. Après Édouard Philippe, Gabriel Attal, Dominique de Villepin continue d'avancer ses pions. Il promet désormais une totale transparence sur ses activités de conseil s'il devait être président de la République. Et puis un autre ancien Premier ministre ne ferme pas la porte à la prochaine présidentielle. C'est Manuel Valls, vendredi dans le Parisien. Il disait ceci: je ne peux pas me désintéresser de 2027, à croire que Matignon aiguise les appétits présidentiels. Moi, j'ai envie de me taire par charité chrétienne. Ah bon? Mais pourquoi Qu'est-ce que vous disiez? Elle va être trop dure, Elisabeth. Oui. Elle va être trop dure. Qui peut penser qu'Elisabeth Borne est un candidat crédible à la présidentielle? Enfin, quel souvenir a-t-elle laissé comme ministre de l'Éducation? Il n'y a pas plus piteux qu'elle. Elle a presque réussi à égaler Pap Ndiaye dans le genre d'énormité qu'elle sort tout le temps. Non mais ça va là. Ce qu'il y a de fascinant ce qu'il y a de fascinant dans la vie politique, c'est que les femmes et les hommes interrogés sur leurs ambitions, ils ne sont qu'ambitions. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, on ne peut pas le leur reprocher et soudain se réfugierer derrière un pseudo-projet alors qu'ils sont dévorés par l'envie d'y aller. Non, mais il faut aussi être conscient de... Ça, les Français, les gens l'entendent, ça. Oui, ils enfin, l'entendent. Non, mais on peut aussi assumer, on peut dire je suis candidat, j'ai l'ambition de... Voilà. Assumer, puis voilà. Mais oui, c'est non, très mais bien, la séquence est très marrante que vient de nous diffuser Benjamin, parce qu'en réalité, je pense qu'elle était venue pour dire je suis candidate, mais comme personne lui pose la question... C'est vrai que c'est elle qui... Oui, c'est elle qui dit alors je dit, donc vous êtes peut-être candidate? Oui, il n'y a pas de raison. En fait, elle était venue pour dire ça et personne n'interroge. Oui, mais en fait, elle était venue pour en parler, ça sent, et personne ne lui pose la question. Ça veut dire qu'elle est super crédible. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même des candidats plus crédibles que d'autres? Non, mais je suis d'accord. Ce qui m'étonne toujours, c'est que des gens qui, à l'évidence, n'ont pas réussi à capter le suffrage populaire, à être aimés des gens comme ça, et que ce soit leur faute ou pas, c'est peut-être injuste, mais se disent ça peut être moi aussi. Je trouve que voilà. Dites-moi, et Dominique de Villepin, alors Dominique de Villepin, à mon avis, sera candidat. Moi, et d'ailleurs, je vais poser la question à Aymeric Caron tout à l'heure. Est-ce que vous voteriez pour Dominique de Villepin? Parce que c'est une alternance, si je puis dire, une alternative, à Jean-Luc Mélenchon. Il devient une alternative à Jean-Luc Mélenchon, non? Il faut se rappeler quand même. Oui. S'il rassemble à gauche. C'est son problème, c'est que ces électeurs. À l'extrême gauche, je veux bien devenir. Idéologiquement, il peut séduire des gens qui ne vont pas voter pour lui. Qui adore Dominique de Villepin aujourd'hui? Les mélenchonistes, a priori, mais... Oui, si. Enfin, quand même, beaucoup, eux, quand même. Et des franges un peu comme ça. Une candidature, un mutant, quand même. Dans le genre. Oui. Il faut se rappeler qu'il était déjà candidat pour 2007, et battu par Nicolas Sarkozy en interne. Il le voulait déjà. Il le voulait déjà. Et c'est pour ça qu'il le veut sans doute encore. Oui. Qu'un homme politique qui renonce
à une candidature à la présidentielle, enfin qui n'a pas envie d'être président de la République, moi j'en connais pas. Non. Ils ont tous envie d'être président. C'est le moteur. C'est le moteur. Oui. Non, mais heureux, enfin comment dire, c'est bien sinon, remarqué. mais personne, si vous n'êtes pas un peu dingue, si vous n'êtes pas un peu habité, vous pouvez pas vous imaginer que vous allez être le gars là qui va, ou la femme, attention, pardon, qui va sauver la France, si vous voulez. Mais d'un autre côté, bon, voilà, bon, allez, Elisabeth Borne, allez, on va se marrer avec cette présidentielle là, parce qu'il va y avoir des sortes de primaires ou de bagarres partout, ce qui va être le vrai truc, enfin la vraie bataille, elle va se dérouler avant à l'intérieur de chaque parti, de chaque famille. Ils vont ça va être terrible, ils vont s'empailler, s'accuser, beaucoup ne veulent pas de primaire, à l'avance de faire. Moi je pense qu'il n'y aura aucune primaire. Écoutez bien, je pense qu'il n'y aura jamais aucune primaire. Donc on aura 15 candidats au premier tour. Non, certains vont être obligés de s'effacer devant la vérité des chiffres, des sondages, des enquêtes. Bon, il faut avoir les 500 signatures quand même. Hein. Il faut avoir les 500 signatures. Ça paraît comme ça un détail, mais c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Il est 8h29. Le rappel, merci.